Je suis Élodie Maillot et aujourd'hui, on va découvrir le dispositif DETAC porté par l'association La Page de La Réunion qui offre un accompagnement aux personnes souffrant de troubles psychiques ainsi qu'à leurs proches et aux professionnels. J'ai rencontré une partie de l'équipe qui s'occupe de ce dispositif, composé de travailleurs sociaux et de pères aidants. Ensemble, ils vont nous présenter le dispositif ainsi que le métier de père aidant et je leur expliquerai comment je vis le trouble de la personnalité borderline dont je souffre. Bienvenue sur Décalé, où l'on recueille les témoignages de personnes inspirantes dont les vies peu ordinaires les font vivre hors du cadre, légèrement décalées. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui dans vos locaux de DETAC, qui est porté par La Page, donc l'association pour adultes et jeunes handicapés. Voilà. Donc moi j'ai découvert votre dispositif il y a pas très longtemps et je l'ai trouvé vraiment super intéressant, que vous puissiez accompagner les personnes en situation de difficulté mentale ou de maladie mentale. Et donc j'aimerais déjà faire un petit tour de table pour se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Claire Lery, je suis psychologue et je travaille sur l'antenne Est du DETAC. Bonjour, moi c'est Félix, je suis père aidant dans le DETAC dans l'espace Nord. Bonjour, je m'appelle Eric Elonan, je suis médiateur père dans le dispositif DETAC Nord. Bonjour, Cindy Gara, monitrice éducatrice sur le dispositif Nord. Bonjour à tous, moi c'est Fabienne, je suis père aidante au niveau du dispositif Nord. Bonjour à tous, Corinne Occiovini, médiatrice père, secteur Est. Donc merci d'être tous là, ça me fait super plaisir et de voir que vous êtes intéressés par mon podcast et que vous avez des choses à dire. Déjà, qui pourrait m'expliquer c'est quoi le dispositif DETAC ? Le dispositif DETAC, piloté par La Page, il s'adresse à toute personne qui à un moment dans sa vie rencontre une difficulté psy. Donc on intervient auprès de gens sans notification, sans orientation MDPH, sans reconnaissance de quoi. C'est vraiment toute personne qui à un moment se retrouve en difficulté et qui aurait besoin un peu de soutien. Il y a une plateforme téléphonique, c'est un peu la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on a vraiment une ligne téléphonique où toutes les personnes, on peut appeler pour soi, ça peut être un aidant pour quelqu'un de son entourage, ça peut être un professionnel par rapport à quelqu'un qui l'accompagne et qui se retrouverait un peu en difficulté ou qui aurait besoin d'éclairage. Donc on propose la plateforme téléphonique, l'espace écoute, et ensuite, si la personne le souhaite, on propose des rencontres, des interventions en binôme, c'est-à-dire soit un travailleur social psychologue avec un père aidant, et ensemble, on va rencontrer la personne concernée, et avec elle, on évalue et les besoins, et ensuite, on accompagne aux demandes de la personne du mieux qu'on peut. Ça peut être alors des demandes principales, il peut y avoir tout ce qui est quand même accès aux soins. Ça peut être sur des démarches administratives, ça peut être sur la vie quotidienne, ça peut être tout ce qui est en lien avec la vie sociale, aller faire du sport, rencontrer des gens. Ça peut être en lien avec le logement, ça peut être en lien avec le transport. Enfin vraiment, la personne énonce un peu ses difficultés si elle le souhaite, et nous on accompagne comme on le peut pour ensuite réorienter vers les partenaires principaux. Alors on ne reçoit pas dans nos locaux, mais on ne va pas forcément chez les gens. C'est eux qui choisissent le lieu de la rencontre. Ça peut être dans un parc, dans un café, au domicile, effectivement. Voilà, c'est vraiment la personne qui choisit aussi. Donc un endroit où elles se sentent bien. Exactement. Et en sécurité. Tout à fait. Alors, on est joignable au 02 62 737 737, c'est par téléphone, ou par mail pour les partenaires au detac@apage.re.
Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce dispositif, c'est la paire aidance. Donc, j'aimerais bien que un des pères aidants m'explique ce que c'est. Donc en fait, la paire aidance, c'est une personne qui a une expérience avec une difficulté dans sa vie. Et par son expérience, il va pouvoir accompagner quelqu'un qui rencontre cette difficulté. Et il y a vraiment un côté, une figure d'espoir, le fait que la personne en face, elle a réussi déjà à affronter et à surmonter les difficultés. Et comment, toi, tu es devenu père aidant? Alors en fait, pour être père aidant, il faut être déjà sur un chemin de rétablissement. Il faut avoir une sorte de stabilisation parce qu'on peut pas pleurer avec les personnes qu'on accompagne. Il faut pouvoir aussi les aider à surmonter les difficultés, mais pas être dans la compassion, être dans l'empathie. Et après, il y a une formation. Comment ça se passe? Le dispositif était expérimental au début. Il a été en expérimentation pendant deux ans. Et pendant cette expérimentation, on a été formé par l'IRSAM. Et c'était quoi qu'est-ce qu'on vous a appris dans cette formation? Ce qui a été le plus important pour moi, c'était la posture professionnelle. Parce que quand on est père aidant, on n'a pas forcément on n'a pas tous une expérience avec le milieu professionnel médico-social. Et du coup, on n'a pas forcément le côté posture professionnelle. On peut avoir des mots qui sont pas forcément adaptés au milieu professionnel. Pour les autres, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette formation que vous avez appris, que vous ne connaissiez pas avant? Bah en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est une infirmière qui nous avait fait une formation, qui nous disait comme ça qu'en fait, on avait chacun notre carte du monde. Par exemple, pour moi, je sais que la famille, elle est au centre de mes intérêts. Donc du coup, quand je vais lire ma carte du monde, c'est le premier truc que je vais voir. Mais qu'en allant voir la carte du monde de quelqu'un d'autre, la famille sera peut-être pas placée au même endroit. Donc du coup, l'importance de se dire qu'on va voir quelqu'un, mais il faut pas que je me dise que ma carte du monde, c'est sa carte du monde en fait. Donc c'est me mettre en retrait par rapport à ce que moi je suis et accepter l'autre avec ses différences, essayer de comprendre ses besoins à lui qui sont pas les mêmes que les miens. Et est-ce que c'est facile à mettre en place concrètement? Bah on va dire que c'est pas que c'est facile, mais on fait avec parce que on connaît pas la personne en fait. Donc on peut pas la juger non plus, on peut pas dire que bah en regardant la personne, ah bah lui la famille c'est important pour lui, les amis c'est moins important, on sait pas. Donc du coup, on va vers l'inconnu. Donc je pense qu'il faut du temps avec justement les différentes interventions qu'on a, ça nous permet de connaître la personne et de voir un peu plus ses centres d'intérêt en fait. Donc le fait de discuter et tout, ça nous permet d'avoir, même si c'est pas une carte du monde où on va dessiner précisément qu'est-ce qui est plus important pour lui ou pas, on va le ressentir quand lui il va parler en fait. Il y aura une sensibilité, une émotion qui fait qu'on va se dire ah ben là, on a touché un point qui est sensible. Du coup, on va approfondir un peu et ça va créer une relation plus intime avec la personne en fait. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être père aidant? Moi, ce qui me plaît dans la péridance, c'est que on a passé un moment de notre vie dans de souffrance. Et cette souffrance-là, à force de travailler, de réfléchir, de passer toute sa journée, et ça m'a apporté du courage, de la persévérance. Et je me suis dit aussi, une fois j'étais dans ma chambre, je me suis dit, oui Eric, tu es malade, mais tes parents sont encore là. J'avais des tentations de suicide, mais je l'ai pas fait. Quand ça me passait dans la tête de dire Eric, oublie ça. Mais là j'étais vraiment dans un stade au début de la maladie. Hein. Je suis tombé malade, j'avais 19 ans. Aujourd'hui j'en ai 51. Et j'ai passé dans des chemins, même mes amis sont passés dans des chemins qui nous a renforcés, parce que moi, ça m'a renforcé. Ça m'a permis aujourd'hui de travailler dans le détac. Et le détac,
Ça m'a permis d'avancer encore un peu plus dans la vie. Avec les formations qu'on a eues, ça m'a vraiment plu et aujourd'hui je suis là, je suis content. Donc ça t'a aidé toi-même dans ton cheminement? Oui, ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Aujourd'hui, je suis là, je suis fier d'être avec mes collègues et de partager cette expérience-là avec les gens qui en ont besoin. Vous souhaitez apporter aux gens, aux malades? Bon, on va déjà l'écouter, la personne, et les gens qui sont en souffrance psychique, qui prennent le médicament ou un traitement, c'est obligé qu'ils ont un effet secondaire de ce médicament-là. Et cet effet secondaire-là, soit elle est visible, soit elle est pas visible. Quand on va à l'intervention, des fois cette personne-là, elle a un signe, soit elle bouge de la tête, soit elle trempe des mains, soit dans sa parole, soit elle a comme on dit ça, un tic. Ben là, on dit, mais si moi je suis passé par ce chemin, je sais que cette personne-là aussi, elle a cette difficulté-là, donc moi je lui donne des conseils. Et voilà, et au fil des interventions, ben, cette personne-là, soit elle dit que, voilà, ce monsieur-là, il me dit ça. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? La deuxième fois qu'on va voir la personne a dit bonjour monsieur, oui, ça m'a aidé. Ben, vous avez dit des choses qui m'ont vraiment touché et je vous remercie. Et moi je dis c'est normal, on est là pour vous aider et on aide la personne du mieux que possible. Est-ce que parfois c'est compliqué? Est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vécu? Ou bien vous arrivez à gérer ça? Pour avoir accompagné certaines personnes, effectivement, ça fait écho, ça fait résonance chez moi, puisque elle vit ce que j'ai vécu, moi, il y a quelques années ou pas si longtemps que ça. Et il faut arriver, quelquefois j'arrive pas, mais maintenant j'arrive beaucoup mieux à gérer mes émotions parce que ça remonte et il faut que ça sorte. Parce que c'est tellement, les années passent, mais ça reste ancré en nous. Et juste pour revenir, moi j'ai toujours été dans le médico-social et quand ça allait bien, on avait beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui nous entouraient, mais c'était pas forcément des personnes de qualité. Tout le monde sait que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et quand on traverse une situation familiale ou professionnelle qui nous touche et qu'on est au plus bas et que on tombe et on se dit, ben, quand est-ce que le fond arrive? Parce qu'on descend, mais il n'y a pas de fond. Il n'y a plus personne autour de nous. Quand on a des parents qui nous soutiennent, mais ils comprennent, mais en même temps, ils ne comprennent pas parce que dans la culture, je dis rayonnaise parce que je suis rayonnaise, mais je pense que c'est partout dans le monde. Quand on voit un psy, on est fou. Non, on n'est pas fou. On a besoin de parler, de mettre de l'ordre, de discuter et sortir de là, même si on n'a pas la réponse, la solution, mais le fait d'avoir pu en parler, ça fait du bien. Pour ma part, j'ai pas mal d'amis qui me confiaient pas mal de choses et je faisais moi toujours la météo, je leur disais comment tu te sens là maintenant. Après la discussion, je leur demande comment tu te sens après. Elle me dit bah ça va super bien, j'ai pu vider. Chez la psychologue, je dois payer et avec toi, ce qui est cool, je ne paye pas et je suis bien. Et même avec les personnes qu'on accompagne, on fait un point météo en arrivant et en partant, ils se sentent beaucoup mieux. On n'a pas la solution, mais le fait d'avoir mis les choses à plat, d'avoir vidé, partagé, par rapport à mon parcours aussi, il y a eu pas mal de similitudes, donc ils voient que ils sont pas des cas à part. J'ai été concernée, ils sont concernés, on arrive à mettre des mots et à avancer. Et je leur
dit, si je suis arrivé là, vous pouvez aussi vous projeter dans un avenir. Pour moi, en fait, avant que je sois sur un parcours d'établissement, j'aurais bien aimé avoir un père aidant, justement. Ça n'existait pas encore, enfin, pas là où j'étais, en tout cas. Et c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu d'avoir un père aidant. Et du coup, c'est pour ça que je fais de la père aidance aussi. C'est pour donner ce que je n'ai pas eu dans mes moments de crise ou des moments de souffrance psychique. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand on rencontre une personne qui a un trouble psy, dans notre travail, on partage une réalité. Parce qu'on a tous une certaine réalité, que ce soit avec les troubles ou la vie personnelle, comme la religion ou n'importe quelle culture dans notre vie. Le fait de parler avec quelqu'un, ça crée du lien social. Et le lien social, c'est un peu la source de toute maladie. Le fait de ne pas avoir de contact avec d'autres personnes, de connecter la réalité avec une autre personne, d'être connecté à quelqu'un, ça recrée ce lien social et ça recrée un peu l'espoir. Moi, je suis borderline. Et est-ce que vous connaissiez ce trouble? Moi, personnellement, je connaissais ce trouble juste par rapport à une personne parce que quand j'étais hospitalisée, j'entendais ce terme-là. Mais il s'est passé des choses avec cette personne qui m'ont donné quelques pistes, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas une partie de la psychiatrie que je connais vraiment, en fait. Donc, non. Alors, moi, je connais pas particulièrement ce trouble, mais je me suis un peu renseigné quand même, parce que c'est quand même important de connaître pour nous les différentes pathologies. Et donc, pour moi, borderline, c'est les états limites. C'est un trouble au niveau émotionnel. C'est pas de la communication, c'est vraiment au niveau des émotions, la gestion des émotions. Et c'est des troubles de l'humeur, ni des psychoses, ni des névroses. C'est vraiment à part. C'est les troubles borderline de l'état limite. Oui, c'est ça. En fait, on dit que c'est un trouble de la personnalité. Après, moi, je peux vous expliquer un peu comment je vis ce trouble-là. Donc, effectivement, il y a une grande instabilité au niveau de l'humeur. C'est-à-dire qu'on, dans la même journée, on peut se sentir très bien et après très très mal. Après, on a des difficultés relationnelles avec les autres personnes. On a aussi du mal avec l'image qu'on a de soi. On peut se sentir vraiment quelqu'un de très bien et juste après, totalement inutile, totalement nul. Donc, ça aussi beaucoup. Après, il y a aussi la peur de l'abandon qui est très très forte et aussi un sentiment de vide un peu permanent. Après, il y a aussi pour certaines personnes des colères intenses. Il peut y avoir aussi des impulsivités dans des domaines qui sont dangereux pour la personne. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être de la drogue, ça peut être le sexe. Donc, il y a 9 en tout. Je sais pas si j'ai fait le tour. Il y a aussi des dissociations. Donc, c'est un état où soit on n'est plus en contact avec son corps, ça s'appelle la dépersonnalisation, ou soit on a l'impression de plus être dans la réalité, donc la déréalisation. Et je crois que j'ai fait le tour. En fait, il faut avoir au moins 5 de ces symptômes pour être diagnostiqué borderline, et il faut aussi que les symptômes soient importants et qui durent dans le temps. Parce que moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est mais tout le monde a ça. Donc, effectivement, beaucoup de personnes peuvent avoir peur de l'abandon, par exemple. Sauf que chez les personnes borderline, par exemple, chez moi, c'est quasiment constant et même un tout petit événement peut déclencher ça. Quelque chose que quelqu'un a fait, quelque chose que quelqu'un a pas fait, ou juste, moi, un truc que j'imagine. Je veux dire, le trouble borderline, ça touche 3 femmes pour un homme. C'est un trouble qui touche beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est exactement ça. Et après, il se pourrait que les hommes aient moins tendance à exprimer leurs émotions, plus à cacher. Donc, ça serait peut-être pour ça qu'il y a moins d'hommes diagnostiqués. Et en fait, pour revenir sur les origines du trouble, donc il y a une partie génétique, il y a une partie liée au vécu de la personne. Souvent des personnes qui ont vécu des traumatismes. Mais par exemple, pour moi, c'est pas le cas. J'ai pas vécu un gros traumatisme. C'est plus des petits éléments répétitifs tout le long de mon enfance. Après, les premiers symptômes se déclarent vers l'adolescence et on attend le début de l'âge adulte pour diagnostiquer ce trouble parce qu'au niveau de l'adolescence, ça peut encore évoluer. Donc, il faut que les psychiatres préfèrent attendre que les personnes soient adultes pour le diagnostiquer. Et est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez me poser? Que le trouble borderline, c'est proche de la bipolarité ou pas le trouble de l'humeur? Le fait que vous disiez que des fois vous aviez des moments up et down. Alors, comme dirait ma psychiatre, elle dit que c'est une petite cousine.
Ok. Voilà. Donc, c'est différent dans le sens où la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur et le trouble borderline, c'est un trouble de la personnalité. Un point commun, c'est que l'humeur varie beaucoup. La différence, c'est que il n'y a pas d'épisode maniaque chez les borderline. Donc, il y a des phases dépressives, des phases où on se sent très bien, mais il n'y a pas d'épisode maniaque. Je voulais savoir au niveau du traitement médical, est-ce qu'il y avait des effets secondaires? Est-ce que c'est réajustable? Dans la vie de tous les jours, comment on le vit avec le traitement? Alors, le traitement n'est pas obligatoire puisque c'est surtout la psychothérapie qui va aider la personne à se sentir mieux, mais les médicaments aident souvent. Alors moi, par exemple, ce que j'ai, c'est des antidépresseurs, des anxiolytiques et un régulateur d'humeur. Donc, les effets secondaires, ce seront ce que ces symptômes, ces médicaments provoquent en général. Chez moi, c'est surtout de la fatigue, enfin, une très grande fatigue, qui est difficile à faire comprendre aux gens parce que ils pensent peut-être qu'on est paresseux ou que on n'a pas envie de faire des choses, même dans le quotidien, dans le ménage, la cuisine. Les gens ont un peu du mal à comprendre qu'on n'a aucune énergie et c'est pas un manque de volonté ou d'envie de participer, c'est vraiment un épuisement total. Et après, il doit y avoir d'autres effets secondaires, mais moi, c'est celui que j'ai principalement. Et oui, on peut réajuster le traitement au fil du temps. Donc, par exemple, moi, ça fait 4 ans que je suis diagnostiquée. Donc, au fur et à mesure, on a changé de posologie et aussi de traitement pour le régulateur d'humeur notamment. On a essayé plusieurs en fonction de ce qui m'allait le mieux ou pas. Je voulais savoir par rapport à la gestion des émotions, justement, comment vous faites, par exemple, quand vous êtes très en colère, enfin, comme maintenant vous connaissez bien vos symptômes et tout. Comment vous faites pour gérer les grosses colères ou sinon les grosses tristesses? Avec ma psychiatre, elle m'a donné des outils de thérapie comportementale. Donc, j'ai une sorte de mini protocole à appliquer. La première étape, c'est que je me mets en sécurité. Donc, je m'isole, je me mets dans un endroit où moi, je me sens en sécurité et bien. Ensuite, j'ai des petits outils pour faire baisser les émotions, pour calmer les émotions. Et ensuite, maintenant, comme je suis un peu plus avancée dans mon cheminement, j'arrive à analyser la situation et à déterminer qu'est-ce qui a déclenché cette émotion vive. Parce que des fois, c'est tellement petit. Enfin, moi, j'ai l'impression que mon humeur change pour rien, alors qu'en fait, il y a vraiment un élément déclencheur. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que j'avais vraiment l'impression que mon humeur variait tout le temps sans aucune raison. Et après, la dernière étape, c'est d'essayer de comprendre de quoi j'ai besoin à ce moment-là pour me sentir mieux et qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ça soit plus facile à gérer ou moins important. Qu'est-ce que vous pensez de représentation du borderline par le grand public? Parce que pour moi, en fait, je trouve que c'est plus diffusé les idées au niveau des polarités schizophrénie, mais beaucoup moins, j'ai l'impression, en fait, qu'on parle beaucoup moins d'état limite et de borderline dans les médias ou... C'est exactement ça. C'est très peu connu par le grand public et même des fois dans le milieu, alors pas forcément médical, mais en tout cas dans les gens qui accompagnent, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent mais le trouble borderline, tout le monde a ça, ça passe, et que les personnes se rendent pas compte de l'impact au quotidien et de la souffrance très importante qu'il y a. Puis il y a quand même des gens qui se suicident avec ce trouble. Et c'est vrai que c'est vraiment assez méconnu. Et moi j'ai cherché en fait il y a pas longtemps quelles sont les célébrités qui sont borderline. Et je n'ai pas trouvé de célébrités françaises. Donc il y a quelques célébrités américaines. Enfin il y a Van Gogh qui est pas américain, mais après dans les Américains il y a Amy Winehouse, Britney Spears. Il y avait qui encore Marilyn Monroe et Angelina Jolie. Voilà, c'est ça. Mais après, ce que j'ai vu dans les articles sur Internet, c'est pas forcément les personnes qui se disent borderline, c'est surtout les gens autour qui déduisent qu'elles sont borderline. Donc du coup, c'est pas évident de savoir si elles le sont vraiment ou pas. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi
un élément qui montre que on n'en parle pas. Peut-être que ils sont pas diagnostiqués en France. C'est possible. Oui, c'est tout à fait possible, ouais. Parce que c'est un des troubles les plus compliqués à diagnostiquer, parce que justement les symptômes sont très variés et que ça dépend vraiment de l'intensité chez les gens. Donc c'est vrai que c'est un peu plus, alors de ce que j'ai compris, ce serait un peu plus compliqué à diagnostiquer. Du coup, moi, j'avais une question à vous poser. C'était, nous, le schizophrénie, on dit que ça déclare à partir de 19 ans, 18 ans, comment, dans la jeunesse. Mais vous, ça a déclaré, vous avez 41 ans. Est-ce qu'il y a un âge esprit, un âge que ça déclenche Alors moi j'ai été diagnostiquée à 41 ans, mais les premiers symptômes sont apparus à l'adolescence vers 14-15 ans. Voilà, c'est ce qui arrive en général, c'est des premiers symptômes à l'adolescence et après soit effectivement la personnalité évolue ou sinon ça se transforme en trouble. Voilà, donc du coup moi depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 41 ans, soit j'étais pas suivie, soit on me disait que j'étais dépressive. Et c'est seulement à 41 ans où j'ai eu une très grosse dépression, où j'ai été hospitalisée à la clinique des Flamboyants pendant 4 mois. Et c'est là qu'on m'a diagnostiquée. Et du coup, le fait d'avoir été diagnostiqué, qu'est-ce que ça a procuré chez vous, en fait? Pour moi, ça a été un grand soulagement de savoir ce que j'ai et de savoir que je l'ai pas inventé, que c'est pas de la paresse ou que c'est pas. On me disait aussi que j'étais soit lunatique, soit susceptible. Voilà, on me disait que j'étais susceptible. Et en fait, ça m'a rassurée. Je me suis dit bon, il y a bien un problème. C'est médical. C'est pas juste moi qui arrive pas à m'intégrer dans le monde. Donc effectivement, j'ai du mal à m'intégrer dans le monde, mais il y a des vraies raisons et il y a un nom dessus. Donc et s'il y a un nom, c'est qu'il y a aussi une façon de le traiter et un espoir de me dire que je pourrais aller mieux après. Est-ce que ce podcast, c'est pas un moyen de donner un sens à cette maladie, de la combattre, de mettre en lumière cette maladie qui est pas forcément connue par tout grand public, et de combattre, de croire en soi, de diffuser un peu un message de qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi cette maladie, qui peuvent avoir cette maladie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast parce que je me disais, voilà, les gens ils connaissent pas ce que c'est et en même temps, si on n'en parle pas, ben ça peut pas être connu. Les personnes les mieux placées, ce sont les malades eux-mêmes. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à en parler. Donc, du coup, je suis passée par le podcast pour pouvoir en parler de manière un peu plus distante, en fait. C'est-à-dire que je parle pas aux gens directement devant moi. Je parle derrière un micro. Et mon podcast, au départ, il s'appelait Décalé parce que je voulais pas vraiment parler directement de ma maladie. Donc, j'ai pris un peu plus large. Je me suis dit, je vais parler de toutes les personnes un peu décalées. Et là, récemment, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je vais lancer un nouveau podcast qui va s'appeler Vivre Borderline, où je parlerai uniquement du trouble borderline, de ce qu'on peut faire, ce que vivent les proches aussi, etc. Donc je vais, disons, assumer un peu plus ma maladie et d'en parler. Ce podcast, c'est peut-être un moyen d'aller vers le rétablissement. Oui, tout à fait, ça fait partie du chemin de rétablissement, je pense. C'est une étape de se dire, j'accepte complètement. J'ai du mal à dire j'accepte, hein, juste de le penser, c'est pas évident. Ici, on est censé avoir tous accepté. Enfin, je parle pour les autres, mais l'accepter, c'est un grand mot, mais vivre avec, c'est plus dur. De vivre avec et de gérer ça pendant toute sa vie, c'est autre chose. Parce que pour vous, vous dites, des fois, j'ai des montées d'adrénaline, et c'est dur à contrôler, et des fois, vous vous renfermez. Et nous aussi, c'est pareil. Moi, je me suis renfermé chez moi pendant 2 ans, au début de ma maladie. Je savais pas comment faire. Je priais le bon Dieu, ma-même me dit, ouais, arrête de faire ça. Mon frère me dit, tu fais n'importe quoi. Bon, c'était pas mon but, c'était pas ma réaction normale. Du coup, à force de prendre le médicament, j'ai dit, bah, Eric, tu prends le médicament, tu es malade. C'est sûr, tu es malade. Donc maintenant, il faut que tu l'acceptes et que tu vis avec. Sinon, qui va vivre avec, c'est toi-même.
Des fois, on est malade, nous, on voit pas qu'on est malade. C'est les autres qui disent, ah, regarde, lui, il est bizarre. Il est pas bizarre, il est en train de vivre une émotion de la journée, et voilà, il se sent mal là, tout d'un coup, et avec du recul, ben, dans la journée, il va trouver une solution. Moi, je trouve toujours une solution pour m'éclipser, ou ben, pour oublier tout ça, ou ben, voilà. Et on parlait d'acceptation. Moi, il y a un mot qui m'interpelle, c'est la stabilisation. Et j'ai toujours un peu de mal avec ça. Est-ce que vous l'utilisez, vous, cette expression de dire être stabilisé? En fait, il y a la stabilisation au niveau chimique, c'est-à-dire quand le traitement donne un équilibre à la personne entre les troubles et les médicaments, le résultat des médicaments sur le corps. Mais il y a aussi la stabilité émotionnelle aussi. Il y a aussi le travail, tout ce qui est la vie sociale, tout ce qui est autour de l'humain, le lien social. Pour moi, c'est les deux, c'est un équilibre entre les médicaments et le lien social. Moi, je voulais juste revenir sur le fait d'acceptation. Moi, par exemple, mes collègues, ils savent pas la maladie que j'ai, en fait. Ils savent que j'ai un trouble psy, mais lequel ils savent pas. Donc, je pense que c'est personnel. C'est pas parce que je parle pas de ma maladie que je suis pas, que j'ai pas accepté, en fait. Donc, c'est en fonction de chacun. Je pense que on peut pas dire que, enfin, c'est mon avis personnel, encore une fois, c'est que je pense être rétablie. J'ai des choses que je dois améliorer encore parce que quand je vais voir des bénéficiaires, par exemple, ben, j'ai l'impression que eux-mêmes, ils vont mieux que moi, en fait. Parce qu'il y a des choses que je vois que moi, j'arrive pas à faire. Donc, je suis qui pour juger? Je peux pas, en fait. Pour moi, je suis rétablie parce que ben, j'ai plus les symptômes, j'ai plus voilà, enfin je me sens bien, je suis plus hospitalisée, il y a des signes qui montrent que ben ça va mieux, mais je suis pas totalement rétablie, en fait. Il y a des choses qui restent que voilà, je dois continuer à m'améliorer, mais le rétablissement, c'est pas quelque chose qui se dit ah ben enfin c'est tout au long de la vie, en fait. On peut rechuter, on sait pas ce qui peut se passer dans la vie, en fait. Donc le rétablissement, il n'est pas acquis, et le fait d'accepter, c'est pas une obligation non plus. On peut vivre avec sans avoir accepté. Donc du coup, parce que moi, par exemple, ma maladie, j'ai du mal à la partager parce que ben je dirais pas que c'est pas que je l'accepte pas, mais c'est que pour moi, mais c'est mon jardin secret, en fait. J'ai pas besoin je ne suis pas ma maladie, donc les gens vont pas dire ah ben ouais, c'est Fabienne, elle a telle pathologie. Parce qu'il y a des gens, des fois ils arrivent devant moi, comme je donne une association, ils me demandent oui mais toi t'as quoi? Et je trouve que c'est entrer dans ma vie personnelle alors que on n'a pas le droit, en fait. Je suis un être humain avant tout. Je suis pas ma maladie, encore une fois. Et je pense que moi, ce que je leur dis, c'est que écoutez, bah si le feeling passe entre nous, on peut discuter, il n'y a pas de souci, on peut parler de maladie, de ce que vous avez, de tout et de n'importe quoi, mais vous n'avez pas forcément besoin de connaître ma pathologie pour dire ah ben elle c'est une bonne personne, elle c'est une mauvaise personne, en fait. Je suis peut-être pas la même qu'il y a 10 ans, mais je suis ce que je suis, et on me prend comme je suis, j'essaye de m'améliorer, et voilà, c'est comme ça, quoi. Et du coup, est-ce que tu fais une différence entre être rétabli et être stabilisé? Bah pour moi, stabiliser, c'est plutôt au niveau des médicaments, donc parce que j'ai testé beaucoup de médicaments. Je pense que j'ai trouvé la stabilité à travers celui que je prends actuellement. Donc au niveau émotionnel et tout, je pense être stable. Après, j'ai toujours, par exemple, je suis parano. Ça, de ce côté-là, c'est quelque chose que je sais que c'est compliqué. Je suis pas stable à ce niveau-là. Après, pour moi, je suis pas stable enfin, toute ma vie n'est pas stable, en fait. Genre, il y a des variations, j'ai des émotions et tout. Mais au niveau émotionnel, par exemple, j'ai retrouvé mes émotions. Chose que j'avais perdu avec certains médicaments. Donc, du coup, je me sens plus vivante, en fait. Même si, des fois, il y a des émotions que je devrais avoir, mais je les ai pas. Ça me perturbe quand même. Donc, du coup, c'est compliqué. J'ai l'impression que ça donne du sens un peu à ta vie, c'est le fait d'être père aidante. Parce que tu disais après, ça m'évoquait, oui, quand tu disais que c'est le bénéficiaire qui est au centre, je me disais aussi, il faut arriver à pas s'oublier soi-même parce qu'il faut d'abord être solide soi-même pour pouvoir aider les autres. Et comment vous gérez ça?
pendant mes quotidiens, soit je vais faire les courses, soit je vais courir un peu, soit je vais marcher, soit je vais voir les collègues, on regarde un film chez eux, tranquille. Voilà, quoi. Moi, je gère comme ça. Soit je reste, maintenant, je reste plus à la maison tout seul. Ah, ça c'est clair. Si je rentre juste le soir pour dormir, à partir de 7h, 6h30, je suis à la maison. Je reste pas toute la nuit sur la route. Mais, y a un petit hic qui me dit, vas-y, Eric, là, c'est temps, tu rentres, t'es fatigué, ben, t'as assez en profiter, rentre chez toi, je sais pas, t'as la vaisselle à faire, t'as le manger à faire cuire, t'as les vêtements à laver, t'as les courses à faire, donc faut gérer tout ça. Et des fois, je me sens tellement fatigué que je prends 2, 3 jours avant d'aller faire les courses, ou ben de bouger, quoi, pour faire mes papiers. Ouais, on a tout ça à gérer. Et en tant que malade, ben, on le gère comme ça. Alors du coup, je fais de la musique, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours de rétablissement. Et je fais du piano et je chante un petit peu, je compose et je fais des reprises arrangées à ma façon, avec ma touche personnelle et ce que j'aime dans la musique. Mon harmonisation entre classique et jazz. Et du coup, mon profil sur Spotify, c'est felix.b, Felix.b. Ben moi personnellement, quand je sors du boulot, ben je sors du boulot en fait. Des fois, quand il faut envoyer un message aux collègues, il n'y a pas de souci, on s'envoie un message quand il le faut, si on a besoin. Mais quand je sors du boulot, j'ai besoin de faire autre chose, de prendre l'air. Enfin, j'ai beaucoup la religion, moi personnellement, qui m'a aidé, enfin qui m'aide toujours. Et après, bah, c'est plutôt les sorties entre amis, en famille, où là, ça me permet d'évacuer, en fait. Mais je parle pas du boulot, forcément, avec mes amis ou quoi que ce soit. Ce qui se passe au boulot, pour moi, ça reste au boulot, en fait. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien. Quand je pars en vacances aussi, bon, des fois, j'y pense quand même au boulot, mais voilà, je veux dire que il faut aussi qu'on s'accorde aussi du temps pour nous parce que c'est important de pas ramener toutes les situations qu'on entend parce qu'on entend des choses qui sont vraiment dures aussi. Je veux dire, la vie des personnes, c'est quand même pas facile ce qu'elles vivent en fait et nous ce qu'on nous avait dit en formation en fait c'est que il faut prendre enfin moi ce que j'avais retenu c'est que il faut avoir un sac devant nous, on écoute en fait bien sûr mais qu'on prenne pas pour nous directement, faut pas que ça nous touche nous personnellement en fait. Donc on écoute mais que voilà, on ait cette distance en fait, c'est pas notre vie, c'est la vie des autres. On peut l'entendre, mais il faut pas non plus, on n'est pas des éponges, en fait. Parce que si on commence à être des éponges, ben, on va faire que pleurer avec les bénéficiaires et je pense que les bénéficiaires, ils ont pas besoin qu'on pleure avec eux. C'est pas ça qui va les aider. Et puis après, je pense que c'est important aussi enfin, de pas être là aussi. Par exemple, moi, quand je partage des passages de ma vie, je suis pas forcément dans la lamentation ou quoi que ce soit. On n'est pas dans cette partie-là, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment, soit je disais que le bénéficiaire, on va l'écouter, on va partager notre expérience, mais on sait très bien que malgré nous, ce qu'on peut vivre actuellement, même s'il y a des périodes où c'est plus difficile pour nous, on va mettre une distance entre ce que l'on vit et ce que vit la personne elle-même, en fait, pour pas non plus impacter la personne par notre vécu à nous. De toute façon, nous, on n'est pas sauveurs, en fait. Hein. On sauve personne. Hein. On n'est que des êtres humains. On peut apporter notre soutien. Mais si on n'est pas bien nous-mêmes, on peut pas aider l'autre. Donc, on prend soin de nous d'abord et après, quand nous ça va mieux, ben là, on va aider les autres aussi. Pour ma part, je travaille à mi-temps, ce qui est très appréciable parce que quand je viens travailler 3 jours semaine, je suis vraiment disponible et dans l'écoute. Et quand je pars, je me déconnecte, même si je reçois, de toute façon, j'ai dit, si je reçois un mail ou un texto, je ne réponds pas. Quand je suis partie, je suis partie. Mais quand je suis là à 100%. Et ça me permet de revenir ressourcer. Et qu'est-ce qui te ressource? Quand j'arrive chez moi, c'est de passer du temps avec les gens que j'aime.
faire du shopping ou du lèche-vitrine, pas forcément acheter, mais du lèche-vitrine, s'aérer la tête, être entre amis, partager un petit apéro ou même rester devant un bon film et se détendre. Ou moi, c'est la plage ou le jardinage qui me détend. Alors la pérédance, c'est pas fait pour toutes les personnes. C'est un chemin qu'on prend quand c'est pas accessible à n'importe quelle personne qui sort d'hospitalisation ou qui a un parcours psy. C'est vraiment une vocation que l'on choisit. On prend le temps de prendre le choix. On peut se rendre compte après que c'est pas notre voie, mais c'est un chemin qui est pas fait pour tout le monde. Pas dire, toi tu sors d'hospice, forcément tu peux devenir pérédant. C'est vraiment un chemin où il faut avoir une stabilité émotionnelle, une certaine rigueur aussi, de pas se laisser prendre par la résonance. Pas résister, mais avoir un équilibre entre son vécu et son côté professionnel. Lors de la formation, on a été sélectionné pour intégrer cette formation-là. Et sur le parcours, il y a des gens qui étaient là au début, qui n'étaient pas stabilisés, qui n'étaient pas faits pour ça, ou alors c'était pas encore le bon moment, donc ils sont partis. Et à l'heure actuelle, c'est encore le cas. Si on n'est pas stabilisé, si on n'est pas en accord avec ce qu'on fait actuellement, on ne peut pas aider les autres. Alors du coup, on a beaucoup parlé de l'hyperdance, mais c'est vrai que moi, ça m'interpelle beaucoup. Mais je voulais revenir un petit peu sur le dispositif d'ETAC et avoir un peu votre ressenti en tant que travailleur social. Alors moi, quand j'avais commencé, on était d'abord en formation plus de 2 ans avec les collègues. Du coup, en détaché, auparavant, on était vraiment affecté à notre propre poste professionnel dans des structures. Moi, j'étais une ancienne collègue de la Fondation Père Favon. Donc, du coup, il y avait 6 professionnels avec 6 pères aidants qui étaient détachés une fois par semaine sur les interventions pour le DETAC. Du coup, depuis l'année dernière, j'ai démissionné de mon poste pour intégrer le dispositif à plein temps. Au jour d'aujourd'hui, comme d'autant je le dis avec mes collègues, hein, moi je suis toujours en mode formation parce qu'on apprend toujours. J'apprends avec les collègues, j'apprends aussi par les missions, des interventions qu'on a avec les bénéficiaires. Pour moi, c'est un truc génial, quoi. Et moi, je me demandais si pour vous, en tant que psychologue, il y a une différence entre recevoir en cabinet et ce dispositif d'ETAC. Ah oui, le cadre est le cadre étant différent, oui, c'est pas du tout le même type d'accompagnement. Alors déjà, au sein du dispositif, l'idée n'est pas de proposer un suivi psychologique par la psychologue du service. C'est vraiment oui, effectivement, il y a l'espace écoute, je peux apporter une certaine expertise du fait de ma formation, mais l'idée, c'est vraiment que ces personnes-là, ensuite, elles puissent retrouver un autre espace pour pouvoir travailler, si elles le souhaitent, avec un ou une psychologue. L'idée, c'est pas qu'on reste très longtemps sur la situation, c'est vraiment de pouvoir stabiliser les choses et puis de réouvrir, d'aider la personne à ouvrir d'autres portes pour quelque chose de plus pérenne. Et est-ce qu'il y a une limite en nombre d'interventions, de durée, ou bien ça dépend vraiment des situations? Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des accompagnements qu'on dit de courte durée, c'est-à-dire on les voit une fois ou deux sur vraiment des problématiques très précises, que ce soit, je vous dis, une démarche administrative, des papiers peut-être à refaire, des rendez-vous de soins qui ont été annulés, donc on les reprend. Et voilà, la personne reprend son cours, mais de toute façon on reste en veille, elle peut nous recontacter à tout moment. Et il y a des accompagnements effectivement qui durent aussi beaucoup plus longtemps. Ouais, ça peut être une année. À raison de. Alors après c'est pareil, il y a vraiment les interventions, ça peut être de manière régulière, des fois un peu plus avec une temporalité plus éloignée, mais oui, ça peut durer 1 an, voire peut-être un peu plus. Donc on arrive presque à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter et surtout quelque chose à dire aux personnes qui sont dans les situations de difficulté? Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que en gros, faut les personnes gardent espoir. La vie n'est pas terminée.
Faut toujours essayer. C'est un combat. Pour moi, la vie, c'est un combat. Il faut essayer de surmonter tout ça. C'est facile de dire quand la personne ne vit pas. C'est très compliqué pour la personne en lui-même qui est malade, mais du moment où il y a une oreille, il y a un écoute, il y a un soutien, je pense que ces personnes peuvent s'en sortir. Il faut pas avoir honte et en parler. Parce que c'est des choses qui touchent le cœur, l'esprit. Et il faut vraiment en parler pour pouvoir libérer un peu, décharger émotionnellement toute la charge que que les maladies apportent. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes pas seul, qu'on est là, on peut vous écouter, et que ce que moi j'ai pas eu, j'aimerais pouvoir le donner. Et ce qu'on le fait, on le fait avec le cœur en fait. On le fait pas parce que on est payé ou quoi que ce soit. C'est sûr que voilà, c'est notre travail, mais on est là parce que vraiment on a envie de faire avancer les personnes qui sont en souffrance psychique. Et moi, tout ce que je peux vous souhaiter en fait, c'est de trouver la paix intérieure que moi j'ai trouvée aujourd'hui. Ben, moi, ce que j'ai rajouté pour les gens qui sont en souffrance, c'est de persévérer, de prendre ces médicaments, même si c'est pas bien, même si ça a un mauvais goût, même pour vous dire d'avoir ouais, les médicaments, ça sert à rien, parce qu'on est tombé sur des cas comme ça, des gens qui voulaient plus prendre de traitement, ils étaient ensorcelés et tout. Il y avait des cas comme ça en 2017. Et ben nous on respectait leur religion, hein. Ça on les accompagnait au cimetière, de poser un bouquet de fleurs. C'était leur besoin. Donc moi ce que j'ai à dire c'est tout le monde peut être en bonne santé s'il suit bien son cheminement, qui persévère, que tous les jours ils disent à la tête je suis malade mais je vais guérir bientôt. Je crois en tout ça et voilà, quoi. Alors, notre dispositif DETAC, je voulais rajouter le petit point qui me tient à cœur, c'est DETAC le cœur, DETAC la parole, DETAC l'esprit. Et à mon sens, quand on associe tout ça, derrière, il y a juste la zénitude vers la meilleure. Alors, si tu veux que nous interviens dans le lieu ou l'endroit que cela a décidé, chez eux ou un endroit neutre, n'hésite pas à appeler à nous au 02 62 737 737. Appel à nous! Merci beaucoup à tous. C'est un super bel échange. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.